Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez un épisode un peu particulier puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à mon micro Hélène Binaghi, coach spécialisée sur le burn-out et la confiance en soi. Son leitmotiv, vous donner des outils pour voler de vos propres ailes. Si le burn-out est aujourd'hui présent dans toutes les têtes, tous les médias et nous entoure un peu partout autour de nous, ce n'est pas forcément une fatalité pour Hélène. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié en travaillant à ses côtés, c'est qu'il n'est pas synonyme de fin. Au contraire, il peut aussi être synonyme de renouveau, d'une meilleure connaissance de soi et une carrière, une vie plus épanouissante. Pour celles et ceux qui découvrent Reset Your Mind, soyez les bienvenus. Ici, nous abordons le leadership personnel et professionnel ou comment réconcilier ces deux aspects du leadership. Car le premier usage du leadership que l'on exerce est celui que l'on emploie dans son cadre personnel. Et oui, comment mettre au service de l'un les forces de l'autre et continuer d'évoluer, de s'enrichir, de dépasser nos points faibles, nos croyances limitantes, au-delà de ce que nous imaginons possible. Comment se mettre à notre propre service pour retrouver alignement et sens à notre quotidien. Je suis Stéphanie Martin, fondatrice de Reset Your Mind, coach certifiée par la Life Coach School aux États-Unis et manager dans le digital depuis plus de 15 ans. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphanie. Alors Hélène, si je devais te présenter, je te présenterais comme une amoureuse des gens, de la vie, de la montagne. Tu es coach formée à la PLN et à la PNL, pardon, et la communication non violente. Tu es aussi maman de deux grands-enfants et basée en Suisse. Est-ce que c'est le reflet de qui tu es ou est-ce que j'ai beaucoup oublié de choses? Non, je crois que c'est bien le reflet de qui je suis, en fait. Non, non, ça correspond bien, merci. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, je te remercie énormément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc autour du burn-out, qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à te spécialiser dans cette approche? Alors, c'est un burn-out, clairement. Il faut savoir que j'avais déjà pas mal de formation dans le développement personnel et puis dans la gestion du stress. Et malgré tous les outils qu'on m'a fait, qu'on m'a enseignés, ben, je me suis retrouvée à un moment de ma vie à faire un gros burn-out. Et j'ai galéré pour m'en sortir. Donc j'ai été me faire accompagner par des psychologues, j'ai essayé plein de choses et ça passait pas. Mhm. Et j'ai mis plus de temps que ce que j'avais imaginé pour m'en sortir. Et puis, j'ai dû tester plein de choses de mon plein gré. Puis finalement, c'est le coaching qui m'a fait m'en sortir à la fin. Et là, j'ai dit, OK, j'adore ce côté passage à l'action du coaching. On devient 1% meilleur chaque jour. On reprend les rênes de sa vie, on met des actions en place. Et puis, c'est là où j'ai décidé de faire la formation de coach. Et puis, par la suite, je me suis formée en parallèle avec des psychologues spécialisés sur le burn-out. Et quand j'ai suivi cette formation, ils m'ont amené plein d'outils que j'avais trouvés par moi-même pour m'en sortir. Et j'ai découvert que si je les avais eu, si j'avais tout de suite eu le mode d'emploi, ça m'aurait pris très peu de temps de m'en sortir. Alors suite à ça, ben voilà, j'ai continué mes formations, et puis j'ai ouvert mon propre cabinet. Et puis depuis, ben, j'accompagne les personnes en burn-out en général à sortir en 8 semaines du burn-out, qui est ma nouvelle offre. C'est moins de 2 mois pour reprendre une activité, enfin une vie équilibrée. Waouh, ambitieux parce que c'est vrai que quand on parle de burn-out, on parle de tout de suite, ça a une connotation de ça va être long, ça va être très douloureux, ça prend des mois pour en sortir, on n'en ressort jamais. D'ailleurs, on reviendra à la fin de cet épisode sur les croyances qui commencent à s'ancrer petit à petit. Euh, mais avant de rentrer dans cette partie-là, c'est quoi pour toi le burn-out? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore très mal connu, même si ça commence à être de plus en plus reconnu, ça l'est pas complètement et en tout cas pas partout. C'est quoi, toi, qui se cache derrière burn-out?
Donc, au niveau de la définition, pour moi, en fait, ce qui se cache derrière, c'est un épuisement physique, mental et émotionnel de quelqu'un. Suite à une trop grosse activité, en général, on dit professionnelle, mais ça peut très bien être aussi, pour moi, le burn-out parental, une trop grosse sollicitation au niveau de la sphère privée. Pour moi, la sphère privée a toujours un impact dans un burn-out. Mm. Voilà. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as donné quelques chiffres aussi sur le burn-out. Alors toi, je sais que tu es basé en Suisse et du coup, tu as plus les références suisses en tête, mais tu avais aussi celles de France. Tu veux bien nous partager quelques chiffres justement sur la France? Oui. Alors, je vous partage quelques chiffres, par contre, mais juste des guillemets dessus. Comme le burn-out n'est pas une maladie encore à proprement dire reconnue, les chiffres, ils sont toujours quand même un peu approximatifs parce qu'au final, c'est pas une maladie encore dans les statistiques. Mhm. Donc, voilà. Donc, au niveau des chiffres, on peut voir que l'INSEE ou le DARES a annoncé en 2023 que 27% des personnes en emploi ont un problème causé par le travail dans les 12 derniers mois. Donc, quand on dit problème de santé, on va parler d'anxiété, de stress ou de dépression, ce qui est juste Lié au travail directement. lié au travail directement. Ensuite, il y aura deux autres études dont je vais juste partager peut-être quelques chiffres. Il y a le cabinet Technologia qui indique qu'il y a 3,2 millions d'employés en France, soit 12% de la population active, qui présentent un risque de burn-out. Et Ça... on a, ouais, c'est beaucoup, hein. Mm. Puis on a Opinionway qui a sorti des statistiques juste avant l'été 2022 qui disait que 41% des salariés français souffraient de détresse psychologique, dont 14% à un taux élevé, 34% des salariés seraient en état de burn-out et puis 13% en état de burn-out sévère, ça veut dire 2,5 millions de personnes. Quand je t'entends, quand j'entends ces chiffres, moi, ça me fait quand même un petit peu froid dans le dos. Je trouve que c'est énorme. Euh, c'est lié à quoi? Parce que bon, il y a cette période post-Covid, bien évidemment, qui a été très angoissante et très anxiogène pour tout le monde. C'est lié à quoi, à ton avis, ces chiffres si énormes aujourd'hui? Alors, finalement, j'ai envie de te dire que j'ai juste envie d'essayer de corriger quelque chose par rapport au Covid, parce que oui, on parle de plus de détresse psychologique, mais en tout cas pour la Suisse, le degré de cause de burn-out sur les statistiques n'ont pas augmenté non plus de manière colossale, hein. C'est 1%, 1,5%. On est à peu près en Europe, dans le monde occidental, à un tiers de la population qui est en état d'épuisement. Donc, pour moi, il y a des facteurs influençants qui vont faire qu'on a beaucoup plus de détresse psychologique aujourd'hui ou de burn-out, d'épuisement, d'anxiété. Si je mets un peu tout ça dans le même panier, ça va être le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, la nouvelle technologie, même si je suis grande fan de la nouvelle technologie. Il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas de téléphone portable au travail, on ne pouvait pas nous joindre pendant les vacances. Ça n'arrivait rarement son patron nous appelle sur un téléphone fixe pour nous dire qu'il y avait un problème. Les clients ne pouvaient pas nous atteindre. On n'avait pas accès à nos emails. Quand on prenait le train, on reposait notre cerveau, on lisait, on se calmait et on n'avait pas tout le temps le cerveau occupé. Il y avait Ouais, des moments où on s'ennuyait. on n'avait pas tout le temps cette sursollicitation perpétuelle de notifications et d'injonctions à répondre, en fait. Oui, puis on n'avait pas toutes les stratégies inconscientes qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Parce que je vais être la première à dire que se balader dans la rue avec de la musique à un casque, c'est une stratégie pour pas entendre ces ruminations qui va générer du stress. C'est pas Euh, faux. C'est pas faux mais du tout. ça fait du bien d'écouter de la musique. De rentrer le soir, d'allumer sa télévision, séance tenante, en fait, d'occuper ce cerveau pour qu'il y ait plus de silence, finalement, ce qu'on fait de plus en plus pour beaucoup, eh ben, c'est des stratégies inconscientes qu'on fait
pour pas entendre nos petites voix intérieures. Et puis, donc du coup, ça va générer de l'anxiété à plus long terme ou en différé, si je peux dire ça comme ça. En fait, il y a un message dans ce que tu dis qui est qu'on désapprend à gérer ses ruminations, qu'on désapprend à s'ennuyer quelque part. Ben, le temps d'ennui était le temps où on pouvait aussi traiter les soucis au fur et à mesure. Tandis Mhm. que là, on aura tendance beaucoup plus vite à occuper, on pense à autre chose et du coup, on cumule, si je dois Mhm. dire ça comme ça, on cumule les pensées, puis elles ne sont pas extériorisées, elles ne sont pas évacuées. Ouais. Sans compter le nombre d'heures où on peut scroller sur des réseaux sociaux. Et là, pour moi, il va y avoir une deuxième conséquence par rapport à ça, c'est l'accès à la dopamine rapide. En fait, on veut tout rapidement, la dopamine rapide. Donc, on est dans cette recherche inconsciente que les réseaux sociaux nous enseignent vraiment bien, à avoir cette dopamine et puis à toujours avoir besoin de stimulation pour se sentir vivant. Oui, avoir cette gratification immédiate, puisque la dopamine, quand elle arrive dans le cerveau, ça lui fait un shoot C'est de, ça. de, de bien-être et de réassurance. Et plus on l'a comme une drogue, et plus on y devient addict, et plus on en a besoin en quantité importante. J'aime bien ce parallèle, même si voilà, on est tous consommateurs et on scrolle tous sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je pense que c'est important en tout cas d'en prendre conscience aujourd'hui. Euh, c'est quoi pour toi la différence entre burn-out et dépression? Parce que pour beaucoup, c'est pas encore hyper clair. C'est un- on propose bien souvent les mêmes accompagnements, alors qu'en fait, pour toi, je sais qu'on en a déjà discuté, et que pour toi, c'est vraiment deux choses très distinctes. C'est deux choses très distinctes et il faut savoir que ça fait pas très longtemps que les psychologues sont formés à traiter différemment le burn-out que la dépression. Mm. Donc, on est vraiment sur quelques années en fait où ils apprennent à traiter ça différemment parce qu'avant ils faisaient la même chose. Donc, je l'ai donné tout à l'heure la définition du burn-out. Donc, c'est vraiment cet épuisement physique, émotionnel et mental et qui doit être normalement lié au travail. Mais comme je disais, ça peut aussi être lié à la pression familiale ou burn-out parental. Un burn-out non traité, on va dire, ou quand la personne, elle reste sans être dans l'action après pour aller libérer, on va dire, pour aller récupérer son énergie physique, mentale et émotionnelle. Et j'insiste vraiment sur les trois parce que les trois sont aussi importants les uns que les autres. Euh, le risque, c'est qu'elle parte en dépression. D'accord. La dépression, c'est beaucoup plus progressif. Souvent, c'était là avant. C'est cette manque de... Où on va voir la différence, c'est que c'est cette manque de joie de vivre, de projet. C'est qu'en fait, en dépression, tout est lourd. En burn-out, tout devient lourd à partir du moment où on a commencé à s'épuiser. Mais auparavant, en général, les personnes en burn-out, c'est des gens qui étaient pleins de vie, qui avaient plein de projets, qui ont des vies qui vont à 100 à l'heure. Enfin, donc, c'est pas des gens qui manquent de vitalité intérieure. Tandis que la dépression, ça va plus être quelque chose qui aura peut-être duré pendant des années. C'est une conséquence à un mal-être qui a duré Mhm. ou à une cause de l'enfance qui aurait traumatisé euh, quelqu'un. Mhm. Et donc, les traitements, forcément, ou l'accompagnement à proposer est bien évidemment pas le même une fois qu'on sait ça. Ben, pour moi, l'accès sur l'accompagnement, c'est que ben, une dépression, aujourd'hui, les médecins sont formés à aller traiter la cause. Sur le burn-out, la conséquence pour moi, si on va traiter la cause et on va rechercher dans l'enfance, on va augmenter en fait la fatigue, on va augmenter les réflexions, on va augmenter la charge mentale et cette charge mentale va épuiser encore plus la personne. Donc en fait, c'est comme si on ouvre la boîte de Pandore, on lui rajoute encore des choses sur les épaules. D'où pour moi, c'est vraiment très important que quand on fait un burn-out, on se concentre en premier lieu sur récupérer son énergie physique, émotionnelle et mentale, voilà, pour retrouver de la force. On va changer et adapter les mécanismes qui nous ont poussés à l'épuisement. Et troisième aspect, on se prépare à retourner dans une vie équilibrée.
Mhm. et on redéfinit nos objectifs. Une fois que tout ça c'est fait, puis qu'on a repris notre vie, puis qu'on est plus ou moins équilibré, s'il y a des causes qui viennent de l'enfance, s'il y a des choses, on peut toujours aller les traiter à ce moment-là. Mais pour moi, c'est en deux temps. D'accord. Et c'est vraiment des temporalités du coup très distinctes. Effectivement, si un burn-out n'est pas traité de ce que j'entends, hein, et qu'on continue sans en prendre conscience et en tout cas sans corriger certains signes qui nous y amènent, oui, ça peut déboucher sur une dépression, mais c'est pas forcé. Enfin, le lien est pas, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose et ça se traite donc différemment. Non, mais par contre, il faut savoir que chaque jour où on est en burn-out, en quelque sorte, Mhm. ça sera plus compliqué de revenir dans la vie active. D'accord. Parce que, ben, on imagine que quand on est malade, enfin, quand on est absent 3 jours du travail, après 3 jours, on dit j'ai une grippe. Après un mois, Mm. ben, qu'est-ce qu'on dit à son employeur? Après 6 mois, c'est encore plus compliqué. Après un an, c'est encore plus compliqué. Et c'est là où il y aura aussi un parallèle avec la confiance en soi. On va détruire notre confiance. En fait, j'arrive à travailler, mais là, j'arrive plus, puis j'arrive encore moins, puis je vois pas d'évolution, puis ça va pas mieux. C'est Mhm. pour ça que c'est très, très important que quand on traite un burn-out, on mette des actions en place pour qu'on voit qu'on va mieux chaque jour, qu'on puisse ne pas casser complètement cette estime et cette confiance en soi encore plus, puis qu'on voit que chaque jour on avance, puis plus on va se voir avancer, plus on va se dire, bah, c'est possible un jour. Même si quand les personnes arrivent chez moi en accompagnement, toutes me disent, jamais je pourrais retourner dans l'entreprise. Ça, c'est la Mm. première phrase que j'ai en général, jamais je retournerai dans cette entreprise, jamais j'ai rien. OK, ben, on avisera ça à la fin de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai très peu de monde qui a changé d'entreprise. C'est pas dire que c'est mission impossible, mais j'en ai très très peu. Et les personnes ont réussi à retrouver un équilibre dans la même entreprise, mais juste en changeant leur vision. Ouais, et leur façon d'agir, j'imagine. Mais justement, avant de rentrer dans comment est-ce qu'on change, parce que Bien si on sûr. fait réaliser créer un autre résultat, forcément, il faut agir autrement. Mais avant ça, comment est-ce qu'on fait pour identifier ces signes, justement, à ne pas négliger avant de basculer, avant de s'épuiser totalement et de tomber dans le burn-out? Quels sont les signes? Euh, alors, il y a plusieurs signes, mais il faut savoir que souvent, ça va venir de la pression qu'on se met, de l'image inconsciente qu'on essaye de donner. Mhm. Oui, enfin, moi, il faut que je sois un grand professionnel. Moi, il faut que je travaille vraiment bien. Puis, je suis très impliquée, puis j'aime mon job, et puis je suis passionnée. Donc, ça va être des signes pour dire que on est quelqu'un qui aura peut-être plus tendance. Les personnes qui sont, comme on va dire en anglais, des overthinking, qui font de l'overthinking, qui pensent trop, qui réfléchissent trop, qui n'arrivent pas à faire de, de pause. Tout ce qui va toucher aux besoins de contrôle, maîtriser, difficulté à déléguer, ça va être des signes qu'on est plus susceptible de faire un burn-out, tout comme, j'ai envie de dire, les personnes avec des troubles de l'attention, de l'hypersensibilité, des personnes très émotives, euh, Mhm. voilà, où là, bah, ça va générer plus de voilà, plus de conséquences. Dans les autres signes qu'on va pouvoir voir, ça va être les personnes qui, à un moment donné, ont stoppé leurs activités qui leur faisaient du bien. Ont stoppé le sport, renoncent à des invitations chez des amis. Euh, Quand la réponse, ça devient non, mais là, je peux pas, je dois travailler. OK. Quand cette réponse-là, elle arrive, on Mm. est sur une pente descendante. Ouais, puis j'ai encore juste ce projet-là, mais ça ira mieux après les vacances. Voilà. Ouais, quand j'aurai fini ça, c'est bon, je pourrai me reposer. Ou Oui. alors, j'ai un week-end qui arrive, je pourrai me reposer à ce moment-là, ou les prochaines vacances. Ouais. Il y a toujours quelque Cette chose. croyance qu'en une semaine de vacances, on va récupérer 6 mois de stress. Hmm. Voilà. Quand on commence à dire, ouais, voilà, bientôt, enfin, voilà, encore ce projet, puis après c'est terminé, mais on sait très bien qu'après ce projet-là, il y en aura un nouveau. On sait Et- très bien qu'après ça, on va pas se coucher, puis qu'on va pas se reposer pendant 6 mois. Donc, au moment où on commence à penser, ça ira mieux quand, j'ai envie de dire, on commence à se mentir. Ok. Et si tu devais résumer les principaux mécanismes où on se ment, justement, les principaux mécanismes à craquer.
Alors, soit parfait. Soit parfait. Le perfectionnisme. Voilà. Il faut que tout soit parfait. Voilà. Ça, c'est je crois que j'ai rarement quelqu'un qui l'a pas. Voilà, donc on va relativiser un tout petit peu. Pas besoin de passer 200 heures pour faire un tableau Excel que personne ne lira ou qu'il n'y aura qu'une phrase qui sera lue. Pas besoin de lui mettre des jolies couleurs. C'est pas grave. Votre chef préférera que vous fassiez 4 rapports plutôt qu'un et qui soit un petit peu moins joli en présentation et ça sera plus efficace. Voilà. Là, on fait venir Pareto. Ça ne veut pas dire, si on n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel. C'est deux choses différentes. Mhm. Voilà. Ouais, Euh, bon, c'est un leitmotiv Pareto pour justement contrebalancer ce perfectionnisme. Bien souvent, 20% de l'effort que l'on fait génère 80% du résultat et de l'impact que l'on veut avoir. Donc, aller chercher ces 20% restants, bah, ça nous demande 80% d'effort en plus. Et c'est pas juste un concept comme ça, c'est vraiment quand on prend le temps d'y réfléchir et de voir. Je suis sûre que autour des personnes qui nous écoutent là, les réveils à 2 ou 3 heures du matin parce qu'on a oublié un slide dans une présentation et qu'on est en train de réaligner des bullet points pour un slide qui finalement sera pas lu, bah, c'est arrivé certainement plus d'une fois. Et c'est ça, clair. c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, mine de rien. Oui, et puis il faut savoir que cette perfection, elle nous empêche d'avoir accès à la tolérance vis-à-vis des autres. Oui. Et là, je tape un peu, mais en fait, plus on est exigeant avec soi-même, plus on est exigeant avec les autres, moins on tolère une erreur de soi, moins on va être tolérant avec les erreurs de quelqu'un d'autre. Alors qu'au final, on peut avoir une capacité à réparer ses erreurs, on peut avoir une capacité, on fera tous faux. Je crois il y a un moment donné, il faut aussi casser ça. On fera tous faux à un moment donné, mais on a tous le moyen de réparer. Oui. Et quand on regarde sa présentation, on regarde le défaut que personne verra. Mm. Parce que c'est pas une chose quand on a le regard dessus en permanence et qu'on fait que ça que les gens qui sont en face. Et quand on est dans une salle, en général, on regarde pas la faille, on regarde le contenu. Mm. Oui, oui, et il y a cet enjeu aussi que moi je rappelle souvent aussi dans mes coachings que je peux faire, qui est on apprend encore plus de ces erreurs, ces soi-disant erreurs, que du succès trop facile. En fait, c'est quand ça marche pas du premier coup qu'on apprend plus. Et on a une culture très différente en Europe, je trouve, par ce rapport à l'erreur que les Américains, qui sont beaucoup plus décomplexés que nous là-dessus. Oui, enfin, moi, je vais même plus loin. On n'apprend pas d'une réussite. On n'apprend pas d'une réussite. Je suis complètement d'accord. Ça, je suis encore plus cash, on n'apprend pas d'une réussite. Je veux dire, Mm, c'est la fois où on a oublié de mettre son pyjama dans sa valise que les fois d'après, on n'oublie plus son pyjama dans sa valise. C'est la fois où euh, on a fait un gros bug et on se retrouve en panne d'essence qu'on se dit, ah oui, maintenant, je commence à mettre de l'essence beaucoup plus tôt. Enfin, on n'apprend pas d'une réussite, on n'apprend que de ses erreurs. mm. Donc le soi parfait, perfectionnisme, celui-ci, on l'oublie. On le Pour- balaye, enfin, on essaye. on l'identifie parce que c'est un indicateur qu'on va droit, enfin, c'est le chemin prédisposé pour. Ouais, on le transforme en soi professionnel. Exactement. Tu vois, j'aime bien le transformer en soi professionnel. Et c'est beaucoup plus porteur. Il est plus axé, en fait, il est entendable pour quelqu'un parce que souvent on imagine c'est soit parfait, soit laxiste. C'est pas la même chose. On peut très bien faire son travail, on peut être très professionnel sans aller chercher la petite bête qui va faire perdre du temps et de l'énergie. J'adore. J'adhère et j'adore. Le second, ce serait quoi pour toi? Fait plaisir. Celui-là, il est aussi compliqué. Ça va vraiment partie des gens qui vont être à l'écoute des autres, qui vont essayer de décharger les autres. Ouais, j'ai vite fait ce dossier-là parce que en fait, il a tellement, il n'aura pas le temps. Hmm, Ok, d'accord. Bah, lui, il n'a pas le temps, mais toi, tu as le temps. Voilà. hmm, Et à force, bah, en fait, le fait plaisir, c'est faire passer les besoins de l'autre avant les siens. En fait, ça va aussi en imaginant qu'une entreprise, enfin, il faut vraiment faire le plaisir, il faut gérer tous les problèmes et on ne dit pas stop. Voilà. ouais. À Donc, dire oui aux autres, c'est à nous-mêmes, en fait, qu'on dit non. ça.
Je dis oui aux autres sans prendre compte qu'en fin de compte, moi, là, j'aurais peut-être besoin de lever un peu le pied ou j'aurais besoin de ralentir. Mhm. Le troisième, c'est sois fort. Ah, Les personnes qui font un burn-out, elles sont fortes, mm, elles sont impliquées, elles sont passionnées. En fait, c'est jamais l'assistante, laxiste qui n'a rien à faire et qui part à 16h30 tapante tous les jours qui va faire un burn-out. C'est toujours les gens qui vont mettre sur leurs épaules. Allez, vas-y, sois fort. Oui, je peux encore faire ça. Puis qui ont du mal à montrer leur vulnérabilité. Puis hop, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Plus on encaisse, plus la chute elle est rude. ouais. Donc, il y a un moment donné, c'est aussi savoir prendre ce fardeau puis se dire, oh, je le pose un peu à côté, je l'observe pour pouvoir passer, pour pouvoir mettre un nous là. Mm. Celui-là, ouais, je le vois bien, Tout va effectivement. bien. Je le vois bien. On va en avoir encore deux autres. Ça va être pour moi, fais les efforts Mhm. et puis dépêche-toi. Ah oui, Ça, c'est c'est vite, 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 vite. Ah, on peut encore vite faire ça. Oui, dans ma journée. Ah, allez, vite encore ça. ça va Voilà, rentrer, ça va rentrer. ça va rentrer. Tout est question d'organisation. Celle-là. J'ai géré ça pendant des années. Tout est question d'organisation. Ça va rentrer. Oui, un jour, c'est pas rentré. Voilà, donc ça, c'est vraiment se dépêche-toi, puis fais des efforts. Cette croyance qu'on peut avoir que sans effort, on n'aura pas de résultat. Ou sans effort, on n'y arrivera pas. Ou que les gens qui réussissent, c'est que ceux qui font des efforts. Mm. Non, on connaît Plus tous c'est des... dur, plus ça demande d'efforts, plus ça a de la valeur, et indirectement, plus moi, du coup, j'ai de la valeur. Ouais. Cette croyance-là, elle est assez terrible et assez contre-productive, en fait. Complètement. Ok. Donc, ces cinq aspects-là qui sont, alors pas des prédispositions, c'est pas parce que on se reconnaît dans ces croyances-là que on va faire un burn-out, mais en tout cas, il faut être vigilant et prêter un peu plus attention quand on part vraiment à 200% ou à 2000% dans ces travers-là. L'ensemble cumulé, le mélange de toutes ces croyances peut effectivement nous guider plus facilement sur cette voie-là. C'est tout pour cette semaine. Je sais, c'est terriblement difficile, mais l'épisode était trop long. Il faudra attendre la semaine prochaine pour poursuivre cet entretien avec Hélène, qui nous livrera ses secrets pour ne pas laisser le burn-out vous envahir et craquer ces croyances qui s'instaurent peu à peu, comme on n'en revient jamais à 100%. Il faut 18 mois pour s'en sortir. Hélène nous livrera son approche et son point de vue sur ces croyances. En attendant, Hélène, où pouvons-nous te joindre? Alors, sur mon site internet, www.unetrekiné.ch, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram et Facebook, sous le nom Hélène Binagui, et sinon au travers de mon podcast Et si le bonheur, c'était toi. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. La deuxième partie, c'est donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, soit directement sur les plateformes de Spotify ou d'Apple Podcast, ou alors sur Instagram, by-reset-your mind. Si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter aussi à contact@resetyourmind.fr. Vous avez 5 minutes? J'ai besoin de vous pour commenter ou noter cet épisode. Votre soutien est primordial pour faire connaître le travail de Reset Your Mind. De même, si vous souhaitez voir certains sujets adressés dans ce podcast, c'est le moment ou jamais de les partager en commentaire. Je prendrai ceux qui ont le plus de votes. À très vite et merci à vous.